Il y a peut-être quelqu'un qui parle de notre combat d'hier soir. Raphaël, Hein? ne change pas de chaîne. En presque 40 ans, les Tortues Ninja ont su conquérir tous les formats, que ce soit en comics, passant également sur la ligne de jouets, pour enfin devenir une série animée cultissime, sûrement l'œuvre des Tortues Ninja la plus populaire qui existe. Mais là où nos 4 reptiles préférés vont réussir pour la plupart à diviser le spectateur tout en y intégrant leur ADN et leur côté emblématique, il s'agit évidemment de leur adaptation sur grand écran et de quelle manière ont-elles réussi ou pas à conquérir le 7e art. Au cinéma jamais. Car c'est à travers ce format que les Tortues Ninja solidifieront leur fanbase, et c'est l'occasion donc de faire le bilan de toutes les œuvres cinématographiques qui seront totalement dédiées aux 4 Chevaliers d'Écaille, de l'année 1990 jusqu'à leur dernier film sorti cette année. Mais avant de vous parler cinéma et de vous dévoiler les coulisses de ces 7 films, revenons un petit peu aux origines des Tortues. Les Tortues Ninja naîtront d'une collaboration entre les deux amis Peter Laird et Kevin Eastman qui se rencontreront à travers les différents petits boulots qu'ils font l'un et l'autre, et lorsqu'ils feront connaissance, l'alchimie passera tout de suite. Eastman et Laird vont développer une réelle amitié qui va trouver sa base dans leur passion commune pour le dessinateur Jack Kirby, créateur entre autres de Iron Man, Captain America et bon nombre de personnages Marvel et DC Comics. Laird et Eastman prendront une location commune et nommeront leur maison d'édition Mirage Studio. Ils choisiront le nom Mirage car en réalité, il s'agissait d'un simple salon qui ne ressemblait absolument pas à une maison d'édition. Bah, tu sais, dans le marché actuel, il est vachement difficile de trouver un hébergement. Et ils essayèrent de plancher sur des idées originales qu'ils pourraient proposer dans des comics. Ils avaient d'abord pensé au petit robot le Fugitoïde, mais tout le monde leur refusera l'édition. Un soir, alors que les deux s'amusaient, Eastman décide de faire un dessin à Peter Laird pour lui faire une blague. Et le dessin en question représentait une tortue domestique arborant un bandana sur les yeux et jouant du nunchaku. Cela fit beaucoup rire Laird qui dessina à son tour un modèle de tortue, et d'un seul coup, les idées commencent à fuser. Et les deux artistes décideront de dessiner 2 tortues supplémentaires, et soudain, les idées se développèrent. Et je trouve ça absolument formidable la façon dont Peter Laird et Kevin Eastman ont arboré cette notion pour faire naître leur tortue, car elle est partie finalement d'une idée assez farfelue. Et vous noterez que en coaching pour le développement personnel, il existe justement un protocole qui demande au coaché de réfléchir à son objectif et de proposer 5 options qui lui permettraient d'atteindre son objectif. Dans ces 5 options, on va lui demander de trouver 2 options totalement farfelues qui lui paraissent totalement irréalistes. Eh bien, figurez-vous que 80% du temps, ce sont ces 2 solutions farfelues qui vont devenir le nouveau plan d'action pour atteindre les objectifs. Et là, c'est clairement ce qui se passe avec Laird et Eastman. Ils partent d'une blague, développent une idée et vont éditer leur premier comics Tortue Ninja qui sera commandé à plus de 15 000 exemplaires. Pourquoi vous vous inquiétez? Arborant ces 4 reptiles avec leurs bandanas rouges et leurs armes qui différaient pour permettre de reconnaître chaque tortue, Eastman et Laird pouvaient être fiers car c'était la première fois dans le monde du comics qu'un comics indépendant atteigne ce succès. Un jour, le comics se trouvera entre les mains d'un indépendant nommé Mark Friedman qui voit à travers cette histoire la possibilité de créer une gamme de jouets. Il va donc contacter Peter Laird et Kevin Eastman et il sera littéralement la pierre angulaire de ce que deviendra les Tortues Ninja. Vous êtes sûr que ce truc va marcher? Laird et Eastman vont faire confiance à Mark Friedman en imposant une seule condition, garder le contrôle et avoir un droit de regard sur tout ce qui serait proposé par rapport aux Tortues Ninja. Mark Friedman s'exécute et va embarquer une tortue que les 2 auteurs avaient fait faire en mousse et ira se balader dans toutes les grandes maisons de jouets, que ce soit Mattel, que ce soit Hasbro, il essuiera les refus à chaque tentative.
Lorsqu'un jour il fera appel à son ami Richard Salis qui travaillait chez Playmate pour lui proposer cette fameuse tortue. Il lui enverra la tortue peluche comme prototype et lorsque Salis aura la peluche entre les mains, il sera conquis par l'idée et proposera un deal de 150 000 $ pour lancer la gamme de jouets. Nous sommes en 1987 et lorsqu'un jouet a besoin d'avoir une promotion, quoi de mieux que de lui proposer une histoire qui sera illustrée dans une série animée. C'est comme ça que l'on verra la naissance de la première œuvre audiovisuelle autour des Tortues Ninja, le fameux dessin animé de 1987. Le dessin animé de 87 est lancé, seulement les fabricants de jouets jugent le comics beaucoup trop violent. Ils décidèrent donc d'édulcorer un petit peu les récits pour qu'ils soient plus adaptés aux enfants et décideront même de donner une couleur différente à chaque bandana des tortues pour pouvoir mieux les reconnaître et nous verrons pour la première fois ces fameuses couleurs du orange, rouge, violet et bleu qui déclineront les chevaliers d'écaille. Seulement, Mark Friedman voit plus grand. Il sait qu'un dessin animé ne suffira pas à consolider cette licence à laquelle il prédit un avenir incroyable. Et a l'idée de passer à l'étape suivante en adaptant les Tortues Ninja au cinéma. Oh, génial! Ça devrait être facile. Des suggestions, les copains? Seulement voilà, personne ne suit Friedman et tout le monde pense que c'est une mauvaise idée. Que les films de super-héros fin des années 80 ne fonctionnent pas, excepté un seul, le film Batman de Tim Burton sorti en 1989 et au vu de son succès, Friedman est persuadé que c'est la bonne direction à prendre et ira jusqu'au bout. Combat, combat. Cuisine, cuisine, ouais. Playmate allait au-delà au niveau de l'analyse pour le film sur les Tortues Ninja. Ils étaient même persuadés que le risque à prendre était de totalement détruire la licence. Même Eastman et Laird s'interrogeaient beaucoup sur l'intérêt d'un tel film. Seulement, Friedman est convaincu que c'est la bonne direction à prendre et continue à se baser sur l'exemple de Batman qui cartonne au cinéma. Tu n'es qu'un idiot! Et c'est avec la confiance de Laird et Eastman qu'il ira voir la Golden Harvest pour leur proposer l'idée de film. Les Tortues Ninja, c'est pas du bidon. La Golden, assez pragmatique et plutôt emballée pour le projet, se dira tout simplement « On a besoin de quoi? D'acteurs, de cascadeurs, on a tout ça. » On peut faire également appel à Jim Henson, le créateur des mopettes, pour nous concocter des costumes qui donneraient un réalisme aux tortues. Et sont convaincus du coup que les Tortues Ninja ont un réel potentiel sur grand écran. Mais Friedman se dit une chose, Batman de Burton est bien plus torturé et bien plus sombre que ce qu'avaient proposé les différents dessins animés et même la série TV. J'ai la tête de quelqu'un qui plaisante. Du coup, il pense que la bonne direction à prendre ce serait de plutôt s'inspirer des comics que de se baser sur le dessin animé. C'est pourquoi un scénario va être proposé se centrant principalement sur l'histoire du comics, ne cherchant pas à modifier ce qui avait été apporté dans le dessin animé. Cherchant réellement à viser un public plus adulte tout en restant familial. C'est ça, le plan génial de notre grand chef, hein. Et pour la production du film, la Golden fera appel à la maison de production Limelight, une maison de production britannique, et d'ailleurs elle imposera à la Golden d'embaucher un réalisateur britannique et non américain, pour des questions fiscales et juridiques. Le sage a dit, le pardon est divin, mais ne paie jamais plein tarif pour une pizza en retard. Et ils feront appel à un jeune réalisateur nommé Steve Barron, qui était déjà célèbre en Angleterre pour avoir réalisé plusieurs clips de groupes britanniques, mais surtout célèbre aux États-Unis pour avoir réalisé le clip de Michael Jackson, Billie Jean. Barron étudiera le comics et sera littéralement emballé par le projet. Il fera donc part de sa vision du film à Laird et Eastman pour pouvoir valider avec eux la direction qu'ils voulaient prendre. Et les deux créateurs étaient heureux de voir que Steve Barron voulait réellement s'investir dans le projet, ne voulant pas proposer une simple production hollywoodienne, mais bien un film qui raconterait un réel propos et ne dénaturerait pas les Tortues Ninja. Ah, ça, c'est... Approche-toi. Voulant apporter une note très contrastée et très premier degré autour des tortues, mais se laissant aller au niveau de l'écriture à quelques pointes d'humour pour rester tout de même familial et plaire aux adultes et aux enfants. Et il faut bien comprendre que le travail pour donner naissance aux tortues sur grand écran allait être drastique. Il faut savoir déjà que 4 acteurs seront embauchés pour chaque tortue. Car il fallait un cascadeur pour les combats, il fallait un acteur
pour toutes les scènes de dialogue, il fallait un marionnettiste pour faire bouger l'animatronique des costumes, et enfin un acteur pour donner une voix au personnage. Et c'est d'ailleurs Corey Feldman, célèbre pour être le bagou des Goonies, qui sera embauché pour faire la voix de Donatello. Le reste des acteurs seront des artistes plutôt anonymes, mais vous pourrez constater que dans le film, nous apercevons les acteurs en dehors de leur costume. On a notamment Michel Sistine qui joue le rôle de Michelangelo en tant que Pizzaiolo, ou encore l'acteur qui joue Donatello en membre du clan des Foot face à April O'Neil. Et d'ailleurs, pour April O'Neil, c'est l'actrice Judith Gould qui sera embauchée et apportera cette touche très maternelle qui caractérise le personnage. Étant d'un côté cette journaliste très professionnelle avide de vérité, mais qui va être capable de garder le secret face au scoop le plus incroyable qu'elle ait eu, c'est-à-dire 4 tortues mutantes vivant à New York. Encore à ses débuts, c'est le célèbre acteur Elias Scottis qui sera embauché pour jouer le marginal Casey Jones qui, dans sa rébellion, va aider les tortues, toujours en quête de justice, même si la méthode reste souvent discutable. Salut PD, j'ai du boulot. PD. PD. Et enfin, pour incarner le sensei des tortues, la décision sera prise de faire une marionnette intégrale pour Maître Splinter, et c'est le marionnettiste Kevin Clash qui donnera vie au paparas des tortues. Et enfin, le film aura l'honneur d'introniser 2 grands acteurs qui n'en seront qu'à leur début au moment du tournage, Jackie Chan qui jouera le rôle de Hamato Yoshi, le maître de Splinter, acteur déjà très célèbre dans le cinéma asiatique, qui reviendra d'ailleurs près de 30 ans plus tard dans la licence des Tortues. Je vous en parle juste après. Et nous aurons également la présence de Sam Rockwell, qui jouera un des jeunes garçons adhérents au clan des Foot, qui est là pour parrainer les nouvelles recrues. Un personnage très peu présent à l'écran, mais assez touchant, ne serait-ce que par sa volonté d'appartenir à une famille. Perverti par leur chef Shredder, qui se servira de la misère de ces jeunes et semer la terreur à travers la ville de New York. Et pour Shredder, il est intéressant de noter une chose, c'est que le personnage dans le comics original mourrait dès le premier volet. Seulement, Playmet avait demandé à ce qu'il soit ressuscité pour pouvoir l'adapter en jouet, il sera l'ennemi récurrent de la série d'animation, et ce qui est intéressant, c'est que le film prendra d'une certaine manière la même direction. Car Splinter réussira à vaincre Orokusaki à la fin du film et tuera le personnage, mais de la même manière du comics, on le ressuscitera pour le 2e volet. Mais ça, je vous en parle juste après. Ça y est, la première adaptation cinématographique des Tortues Ninja est bouclée et Mark Friedman décide d'organiser une projection privée chez Playmet. Seulement, ça ne se passera pas tout à fait comme prévu, car tout le monde ont détesté le résultat final. Trouvant que les tortues étaient beaucoup trop sombres, s'approchaient beaucoup trop des comics et dénaturaient totalement ce qu'ils avaient proposé avec la gamme de jouets et la série animée. Vas-y, on n'a pas besoin de toi. Mark Friedman se sentit très mal et avait l'impression d'avoir fait une bourde. Mais bon, le film était prêt, il fallait que ça sorte. Et c'est en mars 1990 que tous les spectateurs auront l'occasion de découvrir les Tortues Ninja au cinéma. Et figurez-vous que le film sera un véritable carton, rapportant près de 394 millions de dollars et le positionnera pour l'époque comme le plus gros film indépendant qui n'ait jamais été fait. On s'est bien battu. Il aura même droit à une nomination à l'Académie des science-fiction, fantastique et horreur. Et 33 ans après, ce film reste un inconditionnel de la génération des années 90. Emblématique pour la plupart et deviendra le socle pour la fanbase des Tortues. Vous imaginez bien que pour l'époque, la Golden n'a qu'une idée en tête. Développer une suite au plus vite. Quelques mois après la sortie du premier film, la production pour la suite est tout de suite lancée et le budget va être doublé. Cependant, Playmet, obligé de reconnaître le succès du premier film, va également y mettre son grain de sel et va demander à ce que l'orientation du film soit un peu plus légère, un peu plus enfantin, pour pouvoir proposer une gamme de jouets qui allait promouvoir le film. Et prenant en compte également le fait que beaucoup de parents, malgré le succès du premier film, s'étaient plaints de la violence qui y est présente. Et Steve Barron ne remplira malheureusement pas pour ce 2e volet, et c'est à Michael Pressman qu'on s'adressera pour la réalisation. Et la Golden s'offrira également une bande originale pour le film et fera appel à Vanilla Ice, qui proposera cette bande son qui restera dans la tête de tous les enfants des années 90.
Nico Ninja. Pardon. Et pour le scénario, l'idée était de pouvoir introduire les antagonistes principaux de la série animée, Bebop et Rocksteady. Cependant, Peter Laird et Kevin Eastman seront opposés à l'idée d'introduire de tels personnages dans le film. C'est pourquoi le studio décidera d'inventer de nouveaux personnages, Tokkar et Rahzar, les deux monstres que les tortues vont devoir affronter dans cet opus. Dirigé par Shredder, revenu d'entre les morts de la même manière que dans le comics, Shredder! Et tous les acteurs qui incarnaient les tortues dans le premier volet reviendront pour le rôle. Excepté Corey Feldman, à noter que Casey Jones, personnage jugé trop violent, ne sera pas intégré au scénario, et que pour April O'Neil, c'est Paige Turco qui reprendra le rôle. À noter cependant que pour la VF, ce sera toujours l'actrice Céline Monsara qui doublera le personnage. Et vous les gars? J'ai vraiment aucune idée d'où vous pouvez bien venir. Vous avez trouvé un endroit où aller habiter? Et le film introduira un nouveau personnage, Ernie Reyes Jr., qui interprète le rôle de Keno, un jeune pizzaiolo qui va se lier d'amitié avec les tortues. Et vous noterez que Ernie Reyes était déjà un des cascadeurs qui incarnait Donatello dans le premier volet. Et pour accoler également aux idées du premier volet, chaque acteur qui interprète les tortues feront leur apparition à quelques moments du film. Et d'ailleurs, comme le premier volet, le tournage aura lieu en Caroline du Nord et les plans sur New York seront reproduits en studio. Jusqu'au bas de l'immeuble de l'appartement d'April O'Neil qui sera en réalité l'entrée du Jim Henson Studio, le marionnettiste qui animait les tortues. Et au niveau de son histoire, le film va pêcher un petit peu plus que le premier, cherchant à revenir aux origines et donner des réponses quant aux origines de la mutation des tortues. Et même si en soi l'idée d'une révélation était prometteuse, le gros problème du film c'est qu'il n'assumera pas d'aller au bout de ces révélations. C'est pour me punir ou quoi? Il faut savoir que l'idée de base développait un scénario beaucoup plus intéressant et beaucoup plus intriguant. En effet, le professeur Perry devait initialement se révéler être un cyborg créé par les Utrom, race d'extraterrestres dont est originaire Krang, l'antagoniste principal de la série animée, et qui laissait donc supposer que Krang aurait pu être intégré dans le film. Seulement, le scénario prendra une autre direction sans vraiment donner de réelle indication et restant basé sur la thèse de l'accident. Le problème qui se pose au moment du visionnage, c'est que le professeur Perry sera totalement gommé du film une fois qu'il aura ramassé le dernier conteneur dans la boîte de nuit. De plus, Donatello va mettre le point sur quelque chose de relativement intéressant lorsqu'il dira qu'il ne croit pas le professeur quant à la thèse de l'accident et est persuadé que leur origine a beaucoup plus de signification que la simple bourde. Toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui... Enfin qu'on découvrirait que nous sommes spéciaux. Je ne crois pas le professeur. Je suis sûr qu'il y a bien autre chose. Et tout ceci désamorcé ne proposant qu'un climax extrêmement décevant, face à des tortues qui rencontreront un super Shredder, boosté au mutagène, qui ne proposera aucun affrontement, mais simplement une destruction de poutres qui viendront ensevelir la grande menace des tortues. Autant vous dire que quand on compare la rouste que Shredder met aux tortues dans le premier volet et de lui proposer ce final-là, il est extrêmement frustrant de voir que les tortues n'ont pas pu affronter leur antagoniste et du coup développer une réelle évolution par rapport à leurs échecs du premier volet. Il a raison. Et l'accueil du public en sera plus que mitigé. Un résultat trop enfantin avec un degré de laxisme scénaristique qui ne permet pas de positionner le film à la juste valeur de ce qu'il aurait pu être par rapport à son premier volet. Mais malgré les critiques et le succès mitigé, il sera quand même pris la décision de produire 2 ans plus tard un 3e volet. Et là, c'est le drame. Raph, ne zappe pas. Alors, les Tortues Ninja 3, les Tortues Ninja 3, les Tortues Ninja 3... Comment dire? Il y avait de l'idée. Ce que va proposer le film donne une certaine légitimité par rapport à ce que pratiquent les Tortues Ninja. Je m'explique. On abandonne cette fois-ci la ville de New York et nous voyagerons à travers le temps pour nous retrouver dans un Japon féodal et qui, pour le coup, a un décor assez pertinent vis-à-vis des Tortues Ninja. Il était intéressant de pouvoir les amener face à l'origine de leur pratique de ninjitsu et pouvoir développer l'enseignement de leur maître Splinter. Seulement, au niveau de l'exécution et de la pirouette scénaristique, on n'a pas fini d'en chier. Et j'ai même mal à mon bandana.
Stuart Gillard s'occupera de la réalisation et la société de Jim Henson ne s'occupera plus de l'animatronique des tortues. Et ça se ressent cruellement dans le film, principalement lorsque les tortues sont en combat, que les visages sont figés et dénaturent complètement l'anthropomorphie des tortues. De plus, on va s'attaquer encore une fois à une des choses les plus casse-gueule scénaristiquement parlant dans un film, le voyage dans le temps. Je pense que tu ferais mieux de t'asseoir. Alors si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez ce que je pense des voyages dans le temps, la complexité scénaristique que ça apporte, et autant vous dire que là dans les Tortues Ninja, ils ne se sont vraiment pas embêtés. C'est même pire, ils assument carrément leur incohérence. Je vous explique ça. Ce n'est pas trop te demander, bien sûr. Alors déjà, la probabilité pour que le voyage dans le temps soit possible par rapport à toutes les données que nous devons avoir pour pouvoir voyager est extrêmement compliquée. Ça part d'un sceptre magique que April ramène en cadeau lors d'un voyage pour Splinter. Et pour que le voyage dans le temps se fasse, il faut que 2 personnes tiennent le sceptre à chaque époque, au même moment, avoir quasiment la même taille, avoir quasiment le même poids. Autant te dire que ça ressemble à la fusion métamol de Dragon Ball. Et admettons que tous ces éléments soient réunis. Quand tu voyages dans le temps, tu te retrouves dans les habits de l'autre. C'est pourquoi April va se retrouver dans les vêtements du prince Kenji dans le Japon féodal et que Kenji va se retrouver dans les vêtements d'April. D'ailleurs, vous remarquerez qu'ils ont été malins car April arbore des vêtements plutôt masculins pour pouvoir préparer l'arrivée de Kenji au niveau du film. Alors, il est pas sûr. Lorsque les tortues vont décider de partir au Japon féodal pour sauver April, alors déjà, ils vont comprendre les règles de voyage dans le temps assez facilement. C'est juste Donnie qui va taper ça sur Google. Mais en plus, ils vont comprendre que comme April s'est retrouvé dans les vêtements de l'autre et que l'autre dans les vêtements d'April, c'est Michelangelo qui va avoir la bonne idée de dire « bah j'ai mis un caleçon pour pas que l'autre il se retrouve tout nu quand il va arriver chez nous. » Pourquoi tu le fais pas avec les autres tortues ? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Résultat, quand les autres arrivent, ils arrivent dans une espèce de tenue à la Borat qui n'ont absolument aucun sens. Aucun sens. Et c'est en ça que je dis que le film assume ça parce qu'ils se sont dit tiens, on va dire à Michelangelo de le faire, on va pas le faire pour les autres. Les gars, on peut parler de sabotage ou pas? Il a raison. Je vous passe le côté enfantin des répliques et des combats qui sont franchement pas terribles. Et en plus, on nous ramène Casey Jones, un des personnages les plus badass de la licence, pour servir de nounou à Splinter, qui est devenu une marionnette mourante, qui n'a même plus de bas de corps, qui reste assis et caché quasiment tout le film. Pourquoi tu fais revenir Casey Jones pour ça? C'est un grand honneur. Elias Koteas va également avoir un autre rôle dans le Japon féodal, qui pourrait laisser penser à un ancêtre de Casey Jones, mais je pense que c'est plus pour justifier un temps d'écran qu'un réel développement, parce que ce serait quand même idiot de développer un lien de descendance entre deux personnages qui sont joués par le même acteur et pas à la même époque. Bah oui, pourquoi faire? Ça c'est nul, ça intéresse pas les gens. Juste remplir du temps d'écran. Quel dommage. Quel gâchis. C'est en ça que Tortue Ninja 3 est extrêmement décevant parce que il y avait de l'idée, mais l'exécution et la proposition se noient littéralement dans des facilités qui ont malheureusement fait perdre Tortue Ninja une bonne partie de son public. C'est vrai ce qu'il a dit? Car cet échec commercial évincera les Tortues Ninja pendant près de 15 ans au cinéma. Mais du coup, il s'est quand même passé des choses entre deux. Ah, ça c'est... Après ce troisième volet, la licence des Tortues Ninja se porte de moins en moins bien. Peut-être pas. Le dessin animé perd de l'audience, les jouets se vendent de moins en moins, et Mark Friedman, surfant sur la tendance des marchés, constate qu'une licence cartonne en termes de jouets, les Power Rangers. C'est pourquoi il fera appel à la société Saiban qui produisait la série des Power Rangers pour avoir l'idée d'adapter une série télé live action sur les Tortues Ninja. Cette série live action pouvait être proposée à la chaîne Fox Kids qui demanda à Friedman de pouvoir développer une éventuelle 5e tortue pour relancer la franchise. Friedman en parlera bien sûr à Laird et Eastman et pour la première fois, une divergence d'opinion intégrera nos deux créateurs. En effet, là où Eastman était plutôt favorable à l'idée d'une 5e tortue, lorsque Laird entendra parler de cette idée, il s'y opposera
formellement, Ah oui? Et toi, t'agis souvent comme un con, tu le sais? qui avait toujours pris la décision en compagnie d'Eastman qu'il n'y aurait jamais d'autres tortues que les 4 frères. Assez désemparé face à la décision de Eastman, Laird se désolidarisera totalement et ce sera le premier désaccord qui brisera l'amitié de Laird et Eastman. Et force est de constater que l'avenir lui donnera raison. Car la série Ninja Turtles The Next Mutation est, comment dire, un fiasco total. C'est sûrement la pire œuvre qui a été faite autour des Tortues Ninja. Se voulant beaucoup trop infantile et finalement ne sachant pas vraiment quoi faire de cette 5e tortue sortie de nulle part. Alors oui, la volonté y était d'ajouter un personnage féminin. Sur le principe, c'est pas tellement le problème parce que les Tortues Ninja, plusieurs années plus tard, auront réussi à introduire une 5e tortue, Jennika, dont j'ai fait une vidéo qui lui est totalement dédiée. Donc finalement, c'est pas tellement le problème de la 5e tortue. Le problème, c'est que le show est plus qu'enfantin, fait passer les tortues pour des bébêtes et n'arrive même pas à engendrer une espèce d'intrigue amoureuse avec l'introduction de Vénus de Milo. On n'a plus Casey Jones, on n'a plus April, et Shredder aura un traitement pour le moins assez surprenant. Mais c'est le gros problème de ce show parce qu'il était censé présenter des tortues beaucoup plus matures, ayant maintenant 18 ans, et fait exactement tout l'inverse, ressemblant plus à un Muppet Show qu'une véritable continuité et évolution dans l'histoire des Tortues Ninja. Autant vous dire que cette série ne va pas faire long feu et creusera un peu plus le détachement du public vis-à-vis des tortues. Non, attendez, regardez ça. Suite à l'échec cuisant des Tortues Ninja nouvelle génération, Eastman se sent fatigué. Éprouvé de sa dispute avec Peter Laird, qu'il voit s'éloigner de plus en plus, il décidera d'arrêter totalement de s'investir sur la licence Tortue Ninja. Ah, voudrais-tu lui foutre la paix? C'est un grand savant. C'est pourquoi il vendra totalement ses droits à Peter Laird et partira sur d'autres projets. Un relance sur une série d'animation remake se fera tout de même en 2003 et ce n'est qu'en 2007 que nous aurons l'opportunité de revoir enfin les Tortues Ninja sur grand écran. Putain, ce que j'aime être une tortue! À une nuance près que cette fois-ci, le film est proposé en images de synthèse. Ah bah, c'est raté! Effectivement, le fait de choisir un aspect animé donnait l'impression que le film cherchait à suivre et à être canonique à la série animée de 2003. Cependant, pas du tout car les créateurs confirment que le film est canonique à la trilogie originelle. Mais les réponses sont restées pour la plupart cachées dans le passé. Selon le réalisateur Kevin Munro, ce 4e film ne devait pas être un vague remake de l'original. Nous avons choisi d'ouvrir un nouveau chapitre dans la saga des Tortues en nous focalisant davantage sur chacun de nos héros et mettant l'accent sur leur vie familiale et son évolution depuis leur dernière apparition au cinéma. Et effectivement, ce film d'animation est pour le moins plutôt réussi, car il va emmener les tortues sur des terrains que nous n'avions pas eu l'occasion de voir, notamment illustrer une certaine fragilité vis-à-vis de la fratrie et principalement entre les deux rivaux de la bande, Leonardo et Raphaël. Car en effet, dans le film, on va nous présenter Leonardo qui se sera exilé de lui-même pour pouvoir monter en compétence et obtenir un petit peu plus de sagesse en partant vivre totalement seul et essayant de prendre de la hauteur sur sa responsabilité de leader. Et de l'autre côté, Raphaël, souffrant quelque part de cette absence, est devenu un justicier masqué défendant les rues de New York. Et le film va avoir l'audace de proposer quelque chose que les fans attendent depuis le tout premier film au cinéma, la confrontation entre Leonardo et Raphaël, qui va donner une scène absolument mémorable de bataille sous la pluie, et Raphaël qui cherche à se défouler vis-à-vis de toute la rancœur qu'il avait accumulée vis-à-vis de son frère pendant son absence. Enfin, le film adoptera des aspects bien plus fantastiques avec des créatures venues d'autres dimensions, et au niveau du casting, le film se paye l'honneur d'avoir Sarah Michelle Gellar qui prête sa voix à April O'Neil. Donc finalement, souvent réfléchi comme une trilogie originelle, en réalité, les Tortues Ninja au cinéma ont bien adopté le modèle de tétralogie, se composant bien de 4 volets avec ce film d'animation en 4e opus. Mais alors, la question qui peut se poser, pourquoi a-t-on choisi de nous orienter vers un film d'animation plutôt que du live action ? Ben,
ça ne te laisse plus que pourquoi et quand, pas vrai? Eh bien, c'est le producteur Thomas K. Gray qui expliquera ce choix original. Je cite: « Nous voulions donner encore un autre visage aux Tortues Ninja. Depuis plus de 20 ans, les tortues sont les jouets les plus vendus dans plusieurs régions des États-Unis, ainsi qu'en Europe, en Australie et dans certains pays d'Asie. Leurs séries télé connaissent également une grande popularité et leurs BD sont cultes. Nous avions envie d'apporter aux fans quelque chose d'inédit. » Et du coup, la conception du film s'étalera sur 2 ans, surfant entre 2 studios, un à Hong Kong et l'autre à Los Angeles, soit plus de 11 000 km qui séparaient les 2 sociétés de production, et tout le monde arrivait à travailler à distance grâce à Internet et à coordonner son travail pour optimiser au mieux le résultat du film. Le film connaîtra un succès assez modeste, et ce n'est qu'en 2009 qu'on entendra de nouveau parler des Tortues Ninja. Pratiquez mieux que ça. La société Viacom possédant la filiale Nickelodeon commence très sérieusement à s'intéresser à la licence. Ils désirent en acquérir les droits pour pouvoir proposer du contenu autour des tortues. Seulement, ils savent que Peter Laird n'est absolument pas prêt à lâcher son bébé. C'est pourquoi ils s'autoriseront à faire une offre que Peter Laird ne pourra pas accepter et rachèteront les droits de la licence Tortue Ninja pour 65 millions de dollars. C'est Kowabunga, la meilleure exclamation! Autant vous dire que Peter Laird a eu beaucoup de mal à refuser. Il acceptera donc l'offre à une seule condition, qu'il continue à avoir un droit de regard sur la partie comics de l'œuvre. Mark Friedman, en tant que directeur de la licence, aura droit également à une part du gâteau. Quant à Kevin Eastman, malheureusement n'ayant plus aucun droit sur la licence, ne touchera absolument rien. J'ai l'impression que je n'arriverai plus jamais à rire. Cependant, quelques années plus tard, Nickelodeon embauchera Kevin Eastman comme consultant pour participer aux œuvres Tortues Ninja. C'est comme ça qu'en 2012, une nouvelle série animée verra le jour. Mais alors, qu'en est-il des projets cinéma? Vous êtes quoi? On est des ninjas. Sur le papier, on est des tortues. Tortue Ninja? Eh bien, c'est en 2012 que Michael Bay, via la Paramount, annoncera se lancer dans la production d'un nouveau film Tortue Ninja en live action et publiera même un premier visuel montrant le car design de tortue assez badass, semblant être beaucoup plus mature et beaucoup plus intrigante. D'ailleurs, Michael Bay déclara à ce propos qu'il souhaitait diriger son film vers quelque chose de plus sombre et plus mature, de la même manière que Christopher Nolan l'avait fait pour son film The Dark Knight avec Batman. T'entends? Il fait sa voix de Batman. Et oui, je sais, on en revient encore à la comparaison avec le film Batman. Quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit. Michael Bay planchera donc sur un nouveau scénario qui fuitera sur Internet, et là, ce sera le premier scandale autour du film. Oui, c'est raison. En effet, le scénario fuité laissera entendre que les Tortues Ninja devaient avoir une origine extraterrestre. Autant vous dire que les fans n'ont pas du tout vu d'un bon œil cette nouvelle origin story. Cependant, Michael Bay rétropédalera en expliquant que les tortues auront bien une origine mutante et qu'il ne s'agira aucunement d'espèces aliens. On constatera plus tard dans le film qu'il y ajoutera quand même une nuance, car le mutagène qui transformera les tortues seront bien d'origine extraterrestre. Mais pour le mutagène, on aura une réelle explication dans le 2 qui apportera tout de même sa cohérence par rapport à l'univers Tortue Ninja. Pour le casting, Megan Fox est annoncée pour jouer April O'Neil, ce qui laisse supposer que les deux s'étaient réconciliés depuis leur dispute qui avait valu à Megan Fox son renvoi de la licence Transformers. Et pour le rôle de Shredder, Michael Bay pense à William Fichtner, ce qui engendra le deuxième scandale du film. Suite à l'annonce de ce casting, la production sera accusée de whitewashing, c'est-à-dire remplacer des personnages d'origine singulière par des acteurs de race blanche. C'est pourquoi Shredder sera recasté et c'est l'acteur Tohru Masunume qui sera choisi pour incarner l'antagoniste principal. Cependant, William Fichtner apparaîtra tout de même dans le film comme le bras droit de Shredder, lui donnant tout de même une certaine importance dans le film. Et pour la réal, Michael Bay fera appel à Jonathan Lieberman. Le tournage commencera en 2013 et beaucoup d'images commenceront à fuiter, ce qui donnera un certain engouement vis-à-vis des fans, surtout lorsque nous verrons les décors de la planque des tortues qui semblait absolument sublime. Et d'ailleurs, lorsque la première bande-annonce sortit, ce fut une surprise absolument magnifique. Le car design des tortues étant dévoilé, C'est qu'un masque. Regarde, arrête de flipper.
ok. Et faisait quasiment l'unanimité. Des tortues imposantes, badass, et pour la première fois en vêtements, qui accentuaient le caractère de chaque personnalité de nos 4 tortues. Et pour le coup, le choix esthétique était vraiment topissime. Les tortues étaient badass, elles étaient imposantes, et la bande-annonce donnait réellement un certain attrait autour du film. Ce qui d'ailleurs fera un petit peu déchanter au moment de sa découverte au cinéma. En effet, déjà première mauvaise surprise, on constate que le film ne dure que 1h30. Ce qui est forcément très étonnant, car nous sommes quand même en 2014, c'est une période où les films de super-héros sont extrêmement prolifiques. Disney surplombe avec son Marvel Studios et Zack Snyder avait encore des instants très prometteurs avec DC Comics. Et la durée des films était plutôt centrée entre 2h et 2h30. C'est pour ça qu'il était extrêmement étonnant de voir un film de super-héros, surtout les Tortues Ninja, ne durer qu'1h30. Oh, c'est tendu, ça doit faire 30 bonnes minutes que vous vous êtes pas embrouillé à ce sujet. Première déception avant visionnage. Ensuite, lorsque l'on commence le film, on constate que la promesse de s'orienter vers quelque chose de plus sombre et plus mature n'est pas forcément au rendez-vous. Adoptant plutôt le côté feel-good, bon copain, cherche à exploiter les tortues pour le grand public et forcément le plus jeune, et une fois de plus influencé par le marketing et la société de jouets Playmate, qui avait déjà en tête la commercialisation des jouets autour du film. Et très honnêtement, quel dommage, parce que on a déjà ce problème de dynamique et la ligne éditoriale que le film a choisi, mais en plus de ça, la réécriture des origines des tortues va pour le moins assez surprendre. Alors déjà, les tortues sont tout bonnement des cobayes issus de laboratoires et vous constaterez que le mutagène d'origine extraterrestre leur sera injecté directement en intraveineuse. À bas le côté accidentel des tortues qui pataugent dans ce fluide aux origines mystérieuses, mais on apporte quelque chose de renouveau. Et sur le principe, cette proposition ne désamorce pas forcément ce que doivent devenir les Tortues Ninja. C'est pas tellement sur l'origine des tortues qu'on va avoir un réel problème, mais plutôt sur l'origine de Splinter. Et ça, l'origine de Splinter, c'est un véritable scandale. Ne confondez pas le spectre de votre origine avec votre valeur présente, mes fils. Et la manière dont il va aborder le ninjitsu. Car rappelez-vous, initialement, Splinter était le rat domestique d'un maître ninja appelé Hamato Yoshi, joué par Jackie Chan en 1990. Et en 2014, c'est tout simplement un rat de laboratoire, et lorsqu'il va vouloir éduquer les tortues dans les égouts, il va tomber sur un livre de ninjitsu. Sérieusement les gars, à qui vous voulez faire avaler ça? À qui vous voulez faire avaler que trouver un simple livre par terre te permet d'apprendre le ninjitsu? D'autant plus que... Pardon, excusez-moi. Allô? Ouais Rémi, ça va? Ouais Greg, ça va? Ouais, je suis en train de faire la vidéo sur les tortues là. Tu vas jamais me croire, ce matin, en allant au boulot, il y a un truc qui est tombé du ciel. Pas un oiseau, un avion, un livre. Et pas n'importe lequel, un livre de cuisine. C'est un signe. La semaine pro, j'ouvre mon resto. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah mais attends. Tu vas pas me faire croire que tu sais cuisiner juste parce que t'as trouvé un livre par terre. Et tu connais pas la meilleure. Je vais me marier. Non, pas toi, s'il te plaît. Greg, c'est écrit noir sur blanc. À table avec les amoureux. Ça n'a pas de sens, ça me rappelle en 2014 là. Greg, la seule chose à se rappeler en 2014, c'est Tortue Ninja sur nos écrans. Vous avez compris ce qui vient de se passer? Bon, peu importe. Reprenons. Quand faut y aller, faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. Donc, Splinter, qui a appris le ninjitsu en ramassant un livre par terre, je peux pas comprendre qu'à un moment donné, on accepte ça. Et je vais même aller plus loin. Eastman a été embauché comme consultant. Comment Eastman a pu laisser passer ça? Et ça pose de réelles questions. Et le problème, encore une fois, c'est de se dire, on s'autorise un certain laxisme, on s'autorise une certaine facilité scénaristique, alors que... Merde!
Le film dure que 1h30, je pense que t'avais largement le potentiel de te caler un petit quart d'heure pour expliquer comment Splinter pouvait connaître le ninjitsu avec quelque chose de crédible et d'un petit peu plus cohérent avec les origines des tortues. Faut que je rappelle Rémi. Tu vas me donner ça maintenant. Au box-office, le film aura un succès modeste, mais se fera assez laminé par les critiques, ce qui n'empêchera pas d'ailleurs Paramount de proposer une suite en 2016. Et pour ce deuxième opus, Nickelodeon tire les enseignements des erreurs du premier volet. Et ça, je trouve ça vraiment bien, parce que grâce à cet apprentissage, eh bien, ils feront plein d'autres erreurs. Ouais, j'avoue, carrément mortel. Alors déjà, la direction qui est prise, c'est de coller au plus à ce qu'avait proposé la série animée de 1987. Je vais même aller un petit peu plus loin. Beaucoup de fans réclamaient depuis très longtemps l'adaptation en live action de Bebop et Rocksteady, mais également de Krang. Maintenant, il faut bien le faire. Et comment dirais-je, je n'ai jamais vu une suite de films se foutre de la tronche de son antagoniste de base. Shredder est littéralement une prostituée de Krang dans le film. Il se fait pas respecter, il a commandé une nouvelle armure sur Wish, qui n'est pas du tout à la hauteur de la menace que représentait l'armure qu'il avait dans le premier opus, et comment dirais-je, encore une fois, il y a un sujet intéressant qui est traité dans ce deuxième volet. Et c'est en termes d'exécution qu'il y a un gros problème. Parce que déjà, redonner une certaine origine au mutagène et comprendre finalement que le mutagène venait de la dimension de Krang, c'était plutôt une bonne idée. De ramener le camion poubelle des tortues, c'était plutôt une bonne idée. Maintenant que le mutagène ait la capacité de transformer les tortues en humains, et qu'en plus, ça divise l'opinion des frères, c'est pas maîtrisé. Et pourtant c'était hyper intéressant, mais c'est pas maîtrisé parce que il n'y a pas de raison quelque part que Leonardo s'oppose à ça. Il n'y a pas de raison que Leonardo veuille le cacher à ses frères parce qu'il sait que Michelangelo a une certaine volonté de vouloir être accepté des humains. Et le film cherche à amener une espèce de leçon sur l'acceptation des tortues vis-à-vis des humains. Et va leur donner du coup l'opportunité de se révéler au grand jour, mais encore une fois, ne prend pas le temps d'offrir une narration cohérente quant au choix des tortues sur le fait de devenir humaines grâce au mutagène ou de rester des tortues. Et c'est un petit peu trop gommé, c'est pas suffisamment développé, et en plus de ça, on y amène trop ce côté cartoonesque par rapport à l'adaptation du dessin animé. Donc on a bien compris qui voulait rendre hommage au dessin animé de 87, et en soi, la décision n'est pas mauvaise, mais en termes d'exécution, rendre hommage, c'est pas faire du copier-coller et adapter un récit très cartoonesque à un public bien plus adulte, parce que les fans de la série de 1987 ont grandi. Ils ont grandi. Ils veulent pas revoir la série des années 87 dans un Ninja Turtle 2, mais ça démontre quand même quelque chose de relativement important. Tortue Ninja a l'opportunité de développer bon nombre d'arcs narratifs beaucoup plus sombres, beaucoup plus torturés. Et bordel de merde, c'est exactement ce que le public attend aujourd'hui d'une adaptation des Tortues Ninja. Quelque chose de sombre, quelque chose de torturé, parce que la notion d'appartenance, la notion de se sentir rejeté, d'être obligé de vivre dans les égouts, purée, il y a de la matière à développer un vrai récit. Même vis-à-vis de Splinter, il n'y a pas plus torturé que Splinter, qui a tout perdu, qui se retrouve responsable de 4 bébés, qu'il est obligé de former, qu'il est obligé d'éduquer, pour les sauver de ce monde aussi hostile. Il n'y a pas plus torturé qu'un récit autour de Splinter. Mais à aujourd'hui, personne n'a pris le risque, et je vais vous dire une chose, les récits sont déjà existants, car les comics actuellement des Tortues Ninja sont beaucoup plus matures, sont beaucoup plus sérieux, et apportent beaucoup plus d'enjeux autour de l'évolution de chaque héros. Il a raison. Et c'est ça la direction que le cinéma aurait dû prendre
pour les Tortues Ninja. Alors, on aura un nouvel essai en 2023, c'est Seth Rogen qui va nous proposer ce film d'animation des Tortues Ninja, et la vision de Seth Rogen est plutôt intéressante. C'est pas celle que j'attends, mais elle est totalement adaptée au film d'animation qui sera proposé, car les tortues déjà auront un côté beaucoup plus jeune, un côté beaucoup plus naïf et beaucoup plus novice dans leur pratique du ninjitsu, et vont être confrontés à différents échecs pour pouvoir évoluer, pour pouvoir s'élever, et le propos que Seth Rogen apporte par rapport aux Tortues Ninja est fluide et cohérent, c'est-à-dire qu'elle commence par avoir un idéal, c'est-à-dire être acceptée par les autres adolescents, découvrir que d'autres adolescents mutants existent et cohabitent avec elle, qui leur permettent d'appartenir à un groupe et d'avoir de nouveaux amis, et ça va encore plus loin lorsque elles seront capables de pouvoir aller au lycée, amenées par une April O'Neil qui propose un design assez commun. Et ça, c'était hyper intéressant de le proposer, de ne pas rentrer dans un stéréotype de, je vais pas dire de femme fatale parce que c'est pas le rôle d'April O'Neil. Le rôle d'April O'Neil, c'est de materner les tortues. Même si on l'avait beaucoup sexualisé dans le dessin animé de 87, que Megan Fox aussi a fait une proposition assez sexualisée du personnage, la proposition de Seth Rogen de lui donner un physique, je dirais, assez standard et de ne pas la sexualiser et quand même lui donner ce côté maternel vis-à-vis des tortues, même si elle aussi, elle est dans un apprentissage au même titre que les 4 frères, on a une évolution dans la proposition qui est dynamique et qui donne un réel renouveau aux tortues. Je tiens à vous dire qu'on a beaucoup comparé les Tortues Ninja à Batman pendant cette vidéo. C'est peut-être aussi l'opportunité de faire une mention honorable sur le film d'animation sorti en 2018, adapté du comics éponyme Batman vs Tortues Ninja, qui pour le coup s'offrira un direct ou DVD et n'aura pas de sortie cinéma, mais offrira une rencontre relativement intéressante entre les tortues et Batman, qui d'une certaine manière aspirent aux mêmes valeurs familiales. Pour conclure, les Tortues Ninja ont encore beaucoup de choses à apporter au cinéma. Leur première adaptation cinématographique de 1990 restera imbriquée dans la pop culture et offre un réel patrimoine autour de la licence, malgré quelques suites un peu plus divergentes et de nouvelles adaptations qui n'auront pas réussi à conquérir le cœur de nouveaux fans pour les tortues. Mais aura tout de même donné le sourire aux plus nostalgiques d'entre nous. Et alors, Kawabunga? Hein? Cowabunga. Ouais, Kawabunga! Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos des Tortues Ninja au cinéma. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je tiens à remercier particulièrement Rémi Deramé qui m'a accompagné dans cette vidéo et qui m'accompagne chaque semaine autour de la chaîne. Vous pouvez également vous abonner à sa chaîne pour découvrir tout son contenu et ses clips vidéo qui sont juste incroyables. Enfin, vous pouvez également soutenir la chaîne avec le lien Tipeee présent en description ou devenir membre premium et accéder à du contenu en avant-première. Enfin, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis.